Bon, comme vous le savez, ce week-end a été très volatile. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu une volatilité aussi importante sur le Bitcoin. On parle de moins 16% sur le Bitcoin. Certains altcoins ont fait moins 40, moins 50, moins 80%, moins 90% pour certains autres, voire plus. Donc on va essayer de démêler le vrai du faux. Qu'est-ce qui s'est passé en sous-main? Vous avez vu notre vidéo samedi matin. On avait fait un débrief à chaud. Là, on va regarder un petit peu plus dans le détail ce qui s'est passé, ce qui s'est joué sur ce week-end. Parce que comme vous le savez, à chaque fois qu'on a des mouvements de volatilité comme ça, on a des choses qui se passent en sous-main, des gros portefeuilles qui accumulent, qui vendent, qui prennent des positions, qui ajustent leurs positions. Donc nous, on a des indicateurs premium qui nous permettent de valider que le marché a pris telle ou telle direction. On va regarder ça ensemble. Comme vous le savez, ici, chez Medusa, nous, ce qui nous intéresse, c'est les données chiffrées. Donc on va regarder ensemble nos indicateurs premium. On a la chance d'avoir des indicateurs type Glassnode, etc., qui nous permettent de rentrer vraiment dans le détail des gros portefeuilles, des milliardaires, des entités particulières. Donc on peut regarder les prises de profit, tout ça. Donc on va regarder, on va être le plus pédagogue possible. Je vais essayer d'être le plus intelligible pour que vous puissiez comprendre, même les débutants. Mais c'est important de rentrer dans le détail parce qu'à ce moment-là, vous êtes nombreux à vous poser la question, est-ce que je recharge? Il y a encore des bons prix sur certains altcoins, mais est-ce qu'on va pas faire une seconde jambe baissière où on va reperdre 30-40%? Est-ce que c'est le moment où on part en bear market? On a eu notre phase de distribution. Il y a beaucoup de questions qui se posent et on va y répondre dans cette vidéo. Je vais vous partager tout au long de cette vidéo mon point de vue, mes analyses. Comme vous le savez, c'est pas un conseil en investissement et c'est pas une phrase en l'air. C'est juste que pour faire un conseil en investissement, il faudrait que j'ai la connaissance de votre profil de risque, votre horizon de temps, etc. Donc tout ça, c'est des choses dont je dispose pas. Je m'adresse à une audience large. Donc je vais faire mon analyse, mon point de vue. Et vous, il faudra l'adapter bien entendu à votre situation personnelle. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous contacter, que ce soit dans les commentaires de cette vidéo, mais également sur Telegram. Vous avez tous les liens en description pour ceux qui le souhaitent. Bien entendu, ce genre d'analyse et de partage d'informations, tout ça, c'est disponible dans notre cercle d'investissement. Donc n'hésitez surtout pas, vous avez tous les liens en description. Alors, pour commencer, bon déjà, le mouvement qu'on a eu, c'est un mouvement de volatilité très importante. Alors on parle de quasiment 20 milliards de liquidations sur 24 heures, ce qui en fait la journée avec le plus important montant de liquidation de l'histoire du Bitcoin, de l'histoire de sa cotation, ça fait bientôt 16 ans. Donc vous savez évidemment que le marché actuellement est coté, donc la capitalisation totale du marché crypto est de 3,88 trillions de dollars. Donc 3880 milliards de dollars, c'est le montant. Si vous vouliez racheter toutes les crypto-monnaies au prix actuel, il vous faudrait 3,8 trillions de dollars. Alors évidemment, quand on a cette information-là, on relativise un petit peu les choses. Dans la mesure où, quand on a eu la faillite de FTX, on était ici en novembre 2022, le marché, vous voyez, sur la droite de mon échelle, valait environ 800 milliards de dollars. Donc évidemment, quand on a ici un marché qui est de l'ordre de 4 à 5 fois plus capitalisé, évidemment, quand vous avez des liquidations, vous avez de fait beaucoup plus de liquidations sur les niveaux de prix actuels que sur les niveaux de prix qu'on avait à l'époque, en novembre 2022, ou ici, au moment de la faillite du DPEG du TUSD lors de la faillite de Terra Luna. Et encore plus, bien entendu, quand on était au moment du crack Covid, où là, la capitalisation de marché, elle était de l'ordre de 150 milliards. Donc évidemment, je vois beaucoup de personnes comparer ça, dire que c'est historique, que ça n'a jamais eu lieu. Pour ceux qui ont vécu un certain nombre d'événements comme celui-ci, je ne vais pas dire que j'en suis à une dizaine, mais probablement pas loin, que ce soit ici les deux derniers dont je vous ai parlé, mais également en mai 2021, on a eu également ici, juste ici, voilà, en avril 2021, on a eu également un gros mouvement. En mars 2020, évidemment, le crack Covid. On a eu ici en novembre 2018 un gros choc au niveau du prix. On en a eu également ici en 2017 au moment du top, mais également ici en décembre 2017 au moment du top de Bitcoin et puis ensuite sur le top des altcoins. Donc c'est des choses qu'on a déjà vécues et qui pour beaucoup ont été bien plus violents parce que ici, si on regarde un petit peu et qu'on dézoome, vous regardez que en daily, on se rend pratiquement compte de rien. En daily, vous voyez qu'on a une mèche qui a été tout de suite ravalée. Bon, il n'y a pas mort d'homme. Et si on regarde ici en weekly, je vous assure que les personnes qui viendront dans le marché d'ici 4 à 5 ans, elles ne remarqueront même pas cette bougie. Pour vous, ça a été une bougie qui a été traumatisante. C'est historique, mais vous voyez que ici, en weekly, la clôture weekly s'est faite au-dessus des prix de la clôture weekly de la semaine dernière. Ce qui en fait
en fait un non-événement d'un point de vue de clôture et d'un point de vue vraiment analyse long terme. Donc ça, c'est déjà une chose qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est un mouvement qui a été très volatile, mais qui a été orchestré. Ça, c'est évidemment, vous avez suivi si vous avez vu notre vidéo de samedi, mais évidemment, c'est un mouvement qui a été déclenché par Donald Trump. Hein. C'est pas très difficile de s'en rendre compte. Ça a été fait sur une prise de position sur Hyperliquid. Vous avez eu des gros portefeuilles hein, qui ont parié 200 millions de dollars à la baisse sur les marchés dérivés, sur les contrats dérivés. Ils ont parié à la baisse. Trump a fait une annonce une demi-heure après la fermeture des marchés américains et de la bourse américaine pour pas influencer les marchés financiers américains. Donc il a attendu le week-end, bien entendu, pour faire ça, sachant que le marché crypto, lui, cote 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bon, il a attendu ça. Ensuite, il y a eu une cascade de liquidation. Le week-end, vous le savez, les order books sont vides, les carnets d'ordre. Il y a très peu d'offres et très peu de demandes, parce qu'en fait, le week-end, il y a très peu de volume, puisque les bourses traditionnelles, la finance traditionnelle est fermée. Donc en fait, il y a très très peu de volume, et c'est très facile d'influencer le prix pour les gros portefeuilles. Et comme vous le savez, hein, côté de Trump, hein, sans jugement ni quoi que ce soit, c'est une volonté Enfin, il n'y a pas vraiment de scrupule à faire ce genre de mouvement. Hein. Vous savez que régulièrement, il pratique les manipulations de marché comme il avait pu le faire à l'époque en avril 2025. Donc au moment justement des droits de douane, etc. Hein, vous pouvez retrouver des vidéos sur Twitter, etc. où il dit, voilà, mon ami X, lui, il a fait 2 milliards dans le week-end, etc. Donc c'est une volonté pour lui de manipuler le marché. Il faut vivre avec. Vous savez que le marché crypto est un marché non régulé, donc il ne risque rien à faire ce genre de pratique. Donc voilà, vous devez connaître ça, apprendre à vivre avec, et évidemment là vous voyez que il revient petit à petit tout en douceur pour limiter la casse au moment de la réouverture de Wall Street, en disant que il va téléphoner à Xi Jinping, que il n'y a pas de souci, il veut pas de crise, lui non plus, que tout va aller mieux, vous allez voir, tout ira bien. Donc en fait, c'était vraiment juste un mouvement manipulatoire, et donc il faut regarder vraiment ce qui s'est passé pour savoir ce qui va se passer dans les prochains jours. Parce que évidemment, si sur cette mèche, vous avez des milliardaires qui se sont positionnés très lourdement à l'achat, vous pouvez vous dire, c'est très fort probable que ces milliardaires qui savent des choses et qui anticipent les mouvements, qui produisent les mouvements, hein, parce que vous savez que ce sont eux qui font que si ils achètent fortement, ça crée un déséquilibre entre acheteurs et vendeurs, et donc il y a un moment, ils vont vouloir vendre, et vendre en profit. Donc s'ils achètent fortement sur les niveaux de prix actuels, hein, au niveau des 110 000 dollars notamment, vous devez vous dire que c'est parce qu'ils souhaitent vendre plus cher que les niveaux de cotation actuels. Donc c'est important de regarder ce qui va se passer dans le détail. Bon, déjà, il faut regarder au niveau des ETF. Vous savez que les ETF, c'est la porte d'entrée de la finance traditionnelle sur le Bitcoin. La finance traditionnelle investit via les ETF parce que c'est plus simple que d'acheter un ledger et de détenir ses cryptos par soi-même. Ça permet de faire appel à un tiers de confiance qui, lui, a des garanties, des assurances, etc. En l'occurrence, c'est Coinbase Pro qui fait ça, et en grande partie, hein, qui détient les cryptos de tous les émetteurs d'ETF, que ce soit Fidelity, Bitwise, BlackRock, etc., ARK Invest. Donc là, vous voyez que sur la semaine dernière, il n'y a absolument eu aucune vente massive, d'accord ? Donc je vous rappelle que le 10 octobre, hein, nous étions quand même sur une phase de baisse, puisque ici, alors évidemment, on a eu une journée très très volatile, mais si ici je regarde le Bitcoin sur le CME, hein, donc le Chicago Mercantile Exchange, c'est-à-dire la cotation du Bitcoin sur les marchés traditionnels de Wall Street, eh bien vous voyez qu'ici, on a quand même eu une baisse vendredi, et avant la clôture, on était déjà revenu chercher les 117 000 dollars environ. Donc il n'y avait pas vraiment c'était déjà un mouvement baissier, on avait déjà une structure baissière, on en avait parlé lundi, hein, lundi 6 octobre, je vous avais fait une vidéo, j'anticipais une chute des marchés, une prise de ces liquidités, j'en ai reparlé samedi. Bon, évidemment, c'est ce qu'on est venu faire, et vous voyez que même sur cette bougie baissière, ici au niveau des ETF, on n'a pas eu de vente. On n'est pas sorti des marchés. Hein. Si on regarde au niveau des ETF, regardez ça, on a quand même accumulé des fortes journées d'achat sur Bitcoin.
au niveau des ETF, et c'est pas du tout similaire à ce qu'on avait pu avoir dans les structures de top. Si ici vous regardez, alors ici, bon, on n'était pas vraiment sur une structure de top, on a fait un top suivant. Vous voyez que ici, sur le top qu'on a eu ici, bon, bah, c'était beaucoup plus fébrile au niveau des ETF. Ici, on avait eu des sorties, etc. Au moment où on a commencé à baisser, hop, on a directement eu un arrêt net des inflows et même des sorties un petit peu sur la descente. Ici, ça n'a pas été le cas. Idem, ici, on avait commencé à avoir des inflows, puis hop, des petites journées d'outflow, etc., un petit peu plus importantes. Ici, idem, quand on a commencé à avoir des journées de baisse, c'est exactement ce qu'on a eu après la folle euphorie ici au moment de l'élection de Donald Trump. Enfin, ici on était là sur l'élection de Donald Trump, ici on était sur l'approbation des ETF. Bon, il y a eu beaucoup de volume. Là, vous voyez que également ici, il y a eu beaucoup de volume. Puis après, quand la baisse commence à se matérialiser, c'est directement des sorties de capitaux qu'on observe sur les ETF. Et donc, ça veut dire que la bourse traditionnelle, les gros portefeuilles, parce que vous savez que les gros portefeuilles sont dans la bourse traditionnelle, ça je vous apprends rien, les gros portefeuilles ici n'ont pas pris de profit sur la descente. Ils n'ont pas sorti de capitaux. Donc ça, c'est plutôt positif. Si on regarde maintenant au niveau du Fear and Greed Index, ça, vous savez que c'est un algorithme qui permet de savoir dans quel état d'euphorie se trouve le marché actuellement. Ici, on est sur 38%. Donc on est dans un état de peur actuellement. Et vous voyez que si on zoome un petit peu, hier, nous étions sur des niveaux de 24%. En l'occurrence c'était avant-hier, mais avant-hier on se trouvait sur 24 niveaux sur le Fear and Greed Index. Donc non, hier c'était 24, avant-hier c'était 27. Donc on était dans l'extrême peur hier et dans la peur avant-hier. Vous le savez, si vous suivez un petit peu cet indicateur, que au niveau du Fear and Greed Index, hop, on va regarder ça juste là, vous voyez que on arrive très rarement dans ces phases d'extrême peur, et quand on y arrive, c'est plutôt très bon signe. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me parlent ici du bear market. Effectivement, ça peut indiquer un bear market, d'être dans l'extrême peur. Vous voyez que c'est des niveaux qu'on atteint régulièrement dans les phases de bear market, comme ici en 2022. Cependant, il y a beaucoup d'autres indicateurs qui corroborent le fait qu'on n'est peut-être pas dans un bear market. Donc évidemment, en tant que tel, vous ne pouvez pas prendre cet indicateur comme pour argent comptant et vous dire j'investis dès qu'on est dans l'extrême peur, je mets tapis, mais c'est quand même un indicateur à prendre en compte. Parce que, à l'inverse, quand nous sommes dans une extrême euphorie, c'est souvent un indicateur de top. Quand nous rentrons dans des phases d'extrême euphorie et que on quitte ces phases d'extrême euphorie, là, attention, panique. Vous voyez que ça a été le cas ici, etc. Donc, je préfère me trouver dans une phase d'extrême peur que dans une phase d'extrême euphorie sur les niveaux actuels. Donc voilà, d'un point de vue sentiment de marché, vous voyez un petit peu où on se trouve. Vous voyez que on n'a toujours pas de retail, donc c'est-à-dire que les personnes qui achètent et qui achètent lourdement, qui ont acheté lourdement, on l'a vu via les ETF, là ici on parle de plusieurs milliards de dollars, on parle de peut-être 4 milliards de dollars sur la semaine. Vous voyez sur la semaine dernière et sur les 2 dernières semaines, les personnes qui ont acheté ici pour 4 milliards de dollars, il va falloir qu'ils les vendent. Et ils les vendent à des personnes. Et là en l'occurrence, quand on a un mouvement ici de vente massive, tout le monde est en train de vendre. Donc vous vous doutez bien qu'en contrepartie, il n'y a aucune personne qui passe à l'achat. Et les gros portefeuilles qui doivent vendre leurs milliards de dollars de Bitcoin, il faut à l'inverse qu'ils créent un sentiment d'euphorie pour que les personnes veuillent se positionner à l'achat pour qu'eux puissent vendre. Si ils provoquent un mouvement baissier alors qu'eux veulent vendre, dans ce cas-là, ils ont tout raté parce qu'ils ne vont pas pouvoir vendre, parce que tout le monde, ils vont être mêlés avec tous les autres qui veulent vendre. Les petits portefeuilles et les gros portefeuilles, s'ils veulent vendre en même temps, il n'y a plus de contrepartie acheteuse, et donc les gros portefeuilles ne peuvent pas vendre. Donc c'est important de comprendre que ici, c'est un indicateur très important pour comprendre justement la dernière phase du cycle haussier, qui est la phase mania, la phase où on attire des retails, des investisseurs particuliers. Les retails, c'est tout simplement ça, c'est le terme technique pour dire vous et moi, les investisseurs particuliers qui ont quelques dizaines de milliers, quelques centaines de milliers, voire 1 million d'euros à investir. On reste retail à ces niveaux-là. Et évidemment, ces personnes-là, quand elles vont acheter et vont vouloir acheter des cryptos, des altcoins, du bitcoin, etc., elles vont acheter les bitcoins des gros portefeuilles qui vont être en train de vendre.
Et ça, évidemment, c'est quelque chose dont on va se rendre compte avec nos indicateurs un petit peu avancés. Et donc, évidemment, c'est ça qu'il va falloir surveiller. C'est ça qu'il va falloir surveiller, c'est à quel moment on va passer dans cette phase de cycle. Parce que c'est le moment, justement, où il va falloir être très prudent. Ici, ça a été le cas pendant une courte période, ici, pendant l'été. Ça a été le cas également ici, vous voyez qu'on a eu, ça on est sur Google Trends, donc on regarde le nombre de fois que le terme crypto a été recherché sur le web, et notamment sur Google. Donc ici, vous voyez que en décembre 2024, ça a été le cas. On a eu une euphorie qui a été lancée sur l'élection de Trump, le président crypto-friendly, etc. Tout va exploser, et donc évidemment, quand on a des retails qui arrivent, on a des gros portefeuilles qui prennent des profits. Alors on l'a vu juste là. Vous voyez que ici, sur l'élection de Trump, juste ici sur les tops, ici on était en décembre et également ici, vous voyez en janvier, il y a eu des grosses phases avec des outflows importants. Donc ici, on est venu sortir du capital de la part des gros portefeuilles. Et bien ici, sur ces sorties de capital, vous avez des petits portefeuilles qui sont rentrés massivement, qui ont acheté. Et ils ont acheté à qui ? Aux gros portefeuilles qui se séparaient de leur Bitcoin, qui prenaient des profits juste avant la descente. Et bien justement, ça, c'est ce qu'il va falloir surveiller. Et actuellement, on n'a aucun signal. Vous voyez qu'on a un tout petit réveil ici en octobre sur le terme crypto en recherche Google. Vous voyez qu'ici, on a d'autres indicateurs un petit peu sur The Block qui nous permettent de suivre un petit peu ça. Vous avez le nombre de fois que la page Wikipédia est ouverte. Vous voyez que là, on a un léger rebond, mais c'est très très faible. Vous voyez que c'est rien comparé à ce qu'on avait pu avoir à l'époque. Mais si ici, on regarde un petit peu plus d'historique, vous voyez les phases de bull run. Vous voyez ce que ça donne. Alors 2017, à l'époque, c'était vraiment la découverte du Bitcoin par le grand public. Moi, c'est à quelques mois avant ce top que j'avais commencé à investir dans le Bitcoin. Mais vous voyez que ici, ça a été très impressionnant. Ici également, on a de nouveau des personnes qui se sont lancées. On voit le petit pic ici sur l'investiture de Donald Trump. Vous voyez que là, c'est encore très très faible. Si on regarde ici les influenceurs crypto, on parle pas de moi, on parle des gros influenceurs crypto, notamment aux US, vous voyez qu'ils font de moins en moins de vues. Il y a très peu de personnes qui s'intéressent aux cryptos actuellement, donc il y a très peu de contreparties acheteuses. Et ça, c'est important de comprendre bien ça. Donc on va regarder un petit peu aussi au niveau de la macroéconomie, est-ce que les thèses ont changé ? Ici, on regarde cette semaine quel événement on va avoir, notamment d'un point de vue macroéconomique. Alors on va avoir le CPI, ça c'est important, mercredi, les chiffres de l'inflation. Alors évidemment, ça a moins d'importance qu'à l'époque où l'inflation était vraiment très oscillante, etc. Sur la période où on était sur une forte baisse, notamment en début d'année 2025. Ici, vous voyez que depuis quelques mois, on stagne aux alentours des 2%. Alors il y a des petites remontées, il y a des petites baisses parfois. Ça reste très très mesuré. Donc on a finalement assez peu de risques d'avoir une inflation qui est incontrôlée. Notamment ici, vous voyez que c'est les chiffres de septembre qu'on va avoir. On est actuellement en octobre, donc ici, c'est les chiffres qu'on avait à ce moment-là. Vous voyez qu'on avait une inflation qui était similaire à celle du mois d'août. Donc, on ne devrait pas avoir d'augmentation du CPI, qui sont les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Là où il va falloir un petit peu regarder, c'est jeudi et vendredi, donc les chiffres notamment du chômage aux États-Unis. Donc, le chômage, vous savez que c'est la deuxième chose que va regarder la Réserve fédérale américaine. Donc, la Réserve fédérale américaine, c'est ceux qui décident d'une baisse de taux potentielle sur les marchés américains, et eux, ils vont regarder deux choses, l'inflation et le chômage. Si l'inflation augmente, ils augmentent les taux, pour casser l'inflation. Si le chômage augmente, ils baissent les taux pour augmenter la liquidité dans l'économie et pour faire que, par des mécanismes un petit peu complexes, je ne vais pas revenir forcément dans le détail, vous avez du coup des liquidités qui sont plus facilement accessibles par les entreprises notamment, qui vont plus embaucher, etc. Et donc, le chômage devrait baisser. Donc, c'est un petit peu un jeu d'équilibriste pour la Réserve fédérale américaine. De notre côté, évidemment, pour les marchés à risque, donc les cryptos, les actions, etc., ce qu'il faut, c'est une baisse de taux. Et actuellement, le chômage augmente et l'inflation est stable. Donc, on a une baisse de taux qui est engagée par la Réserve fédérale américaine. Et donc, on a eu une première baisse de taux lors de la précédente réunion le 17 septembre. Et ici, on a une deuxième baisse de taux qui est prévue sur la journée du 29 octobre. Donc ici, on a une prochaine réunion de la Fed le 29 octobre. Et on a 95,7% de probabilité d'avoir une baisse de l'ordre de 25 points de base. Donc ça, c'est très sain. Le marché aime bien quand la Fed baisse ses taux
petit à petit. Ça veut dire que la situation est sous contrôle, il n'y a pas une explosion du chômage, il n'y a pas de risque de récession particulier. On a un petit peu le scénario de soft landing, d'accord, donc d'atterrissage en douceur. On baisse les taux petit à petit, tranquillement. On augmente la liquidité dans les marchés américains et pour l'économie américaine. On facilite un petit peu la création monétaire et hop, ça se passe comme ça, très bien. Donc là, c'est vraiment le scénario idéal d'un point de vue macroéconomie. Donc ça, pour ce coup-là, on est toujours très bien positionné. Vous voyez qu'on a un rythme de baisse de taux qui est important, hein. On devrait être d'ici la fin d'année avec 2 autres baisses de taux. C'est parfait. On devrait avoir comme ça sur 2026 1, 2 et 3 baisses de taux également. Donc ça, c'est vraiment parfait, hein. Ça veut dire qu'on devrait se retrouver aux alentours des 3% de taux d'intérêt sur la fin d'année 2026. Et ça, le marché apprécie fortement. Le marché à risque apprécie fortement parce que ça va créer un déséquilibre entre les marchés obligataires qui vont être rémunérés seulement 3% et les marchés actions qui sont traditionnellement plutôt rémunérés aux alentours de 8 à 10% brut sur les marchés américains. Donc on est plutôt bien positionné sur les marchés américains d'un point de vue macroéconomie. On va regarder maintenant d'un point de vue un petit peu technique ce qui s'est passé. Donc ici au niveau des liquidations, vous avez vu qu'on a eu un mouvement qui était très profond, très rapide également, hein. Donc on est venu récupérer une cascade de liquidations. J'ai expliqué ça dans ma vidéo de samedi, mais voilà, c'est très simple, hein. À chaque fois que vous atteignez un stop loss, à chaque fois que quelqu'un dit moi si on atteint tel prix, je vends, forcément la personne vend, donc augmente la pression vendeuse et on vient faire baisser le prix, ce qui atteint le stop loss de la personne suivante et ainsi de suite. Et on a comme ça ce qu'on a parfois à la hausse, c'est-à-dire un short squeeze, et là on a un long squeeze. Donc on vient liquider comme ça en cascade beaucoup de personnes. Bon vous voyez qu'on est venu récupérer les liquidations, des liquidations très puissantes, hein. Ici vous voyez cette chute très importante, cette bougie très importante avec une mèche qui a été relativement profonde jusqu'aux 100 000 $ quasiment. En tout cas ici sur les perpétuels de Binance, vous voyez que ici on est venu récupérer beaucoup de liquidités. Donc les couleurs jaunes et vertes que vous voyez, c'est les portefeuilles qui ont mis leur stop loss. Donc ici à chaque fois que vous avez des couleurs de plus en plus vertes, de plus en plus flash, et ici quand vous voyez cette échelle là, ça veut dire que vous avez beaucoup de liquidations qui se trouvent sur ces niveaux. Donc là vous en aviez beaucoup ici, on était venu les récupérer au niveau des 120 000 $. Hop, on était venu remonter, récupérer des liquidations acheteuses, et là vous voyez qu'on est venu récupérer beaucoup de liquidations. Et là en fait, on était dans un no man's land, il n'y avait plus rien à récupérer, les carnets d'ordre étaient vides. Pour beaucoup, même si vous aviez des stablecoins de côté, j'imagine que vous n'aviez pas mis d'ordre d'achat sur Bitcoin au niveau des 100 000 $ alors qu'on était à 120 000. Alors, erreur ou pas erreur, bon, c'est sûr que bloquer du capital en espérant quelque chose qui arrive à peu près une fois par an, c'est peut-être pas quelque chose de facile à faire, ni même d'intelligent à faire, parce que c'est des mouvements qui sont très très peu probables. Donc évidemment, vous avez les personnes qui ont acheté du Atom à 0,01 centime, 0,01 $. Évidemment, ces personnes-là ont fait beaucoup d'argent, mais déjà, vous devez comprendre qu'ils ont fait beaucoup d'argent sur peu de capital, parce qu'il y avait très très peu de vendeurs sur ces niveaux de prix-là. Et vous savez, hein, les marchés financiers sont un marché à somme nulle. Donc si ici vous avez le prix du Bitcoin qui est venu à 100 000 $, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ici ont vendu du Bitcoin à 100 000 $ pour que des personnes puissent l'acheter. Vous vous doutez qu'il y a quand même peu de personnes qui ont vendu du Bitcoin à 100 000 $. Pour beaucoup, 100 000 $, on venait déjà d'avoir une baisse très très importante, de l'ordre de 20 à 20%. Les personnes n'ont pas vendu, tout simplement. Donc en fait, il y avait peut-être quoi ? Un Bitcoin, 2 Bitcoins à faire. Donc vous aviez peut-être, on va dire ici, 150 000 $ à faire sur quelques heures. Alors c'est très bien, mais les gros portefeuilles, ici, 150 000 $, c'est l'épaisseur du trait pour eux. Donc ici, on a eu un gros mouvement de baisse, et vous voyez que depuis, on est en train de recréer de la liquidité. Un petit peu en dessous du prix, donc ça veut dire qu'ici, on a des personnes notamment qui essayent de se refaire, hein, des personnes qui ont ici beaucoup perdu, qui ici essayent de se repositionner, et donc ici, on le voit notamment, on a des personnes qui achètent sur les niveaux de prix actuels. Mais on a aussi beaucoup de vendeurs. Si ici on vient un petit peu plus dans le détail, si ici on regarde d'un point de vue sur les 48 dernières heures, donc là vous voyez les positions ouvertes sur les 48 dernières heures, ici vous voyez qu'on a du vert pas mal en dessous du prix, donc c'est-à-dire qu'ici on a des personnes qui achètent, qui se disent ça va repartir plus haut, mais ici on a beaucoup de personnes qui parient à la baisse. Donc là, la probabilité la plus forte,
c'est de venir récupérer ces niveaux de prix-là, au niveau des 116 000, 116 500, 117 000 dollars. Ici, vous voyez qu'on est très très jaune, et vous voyez que ça drive le prix. Tout simplement parce qu'ici, le marché va toujours dans le sens opposé à la majorité des positions. Donc la foule, traduction simple, la foule se trompe tout le temps. Et ici, la foule pense que c'est un rebond dans une tendance baissière. La foule, son scénario privilégié, c'est ça. Hop, hop. D'accord ? Donc c'était tout simplement un M-top. D'accord ? Donc ici, vous avez beaucoup de personnes qui parient à la baisse. Donc ils ouvrent des positions short. Hop, ici, ils mettent leur stop loss au-dessus du dernier creux, du dernier top. Et ici, ils vont cibler un retour, par exemple, là. Ça fait un risk-reward de 10 pour 1. Super. La bonne occasion de se refaire. Ça, c'est ce qui se passe dans la tête de la majorité des gens. Et comme vous le savez, la foule se trompe toujours. Et donc ici, il est très probable qu'on vienne récupérer dans un premier temps ces mouvements-là. Ces niveaux de prix-là. Donc entre 116 et 117 000 dollars dans un premier temps. Après, est-ce qu'on viendra récupérer les liquidations qui sont ici ? Peut-être. Mais vous voyez que dans un horizon de temps un peu plus long, on a également des grosses liquidités qui se trouvent ici au-dessus du précédent top, au niveau des 125 à 130 000 dollars. Ici, on a beaucoup de liquidités qui se trouvent ici, donc il y a bien un moment, il va falloir les récupérer. Donc ici, hop, on regarde un petit peu au niveau des funding rates. Donc ça, c'est les taux de financement, c'est à quel point on a des personnes qui paniquent ou pas sur les altcoins. Vous avez une ligne égale une crypto. Vous voyez qu'ici, on a eu, sur la journée de vendredi, ici, on était, vous voyez, moins 400%, moins 200%. C'est très impressionnant de voir des chiffres comme ça de taux de financement. Ça veut dire qu'il n'y avait aucun acheteur. Il n'y avait aucun acheteur sur ces cryptos-là. Tout le monde était vendeur. Donc forcément, parce que tout le monde était en train de se faire liquider, donc les personnes qui sont liquidées et qui pariaient à l'achat deviennent des vendeurs. Donc tout le monde vend, tout le monde vend, tout le monde vend. Donc on cherche des acheteurs, on les cherche désespérément. Il n'y a aucune contrepartie acheteuse à ces mouvements-là, puisque personne ne veut racheter, tout le monde est dans la peur. Après, c'est un comportement qui est plutôt sain, hein. Je vous rappelle, on ne rattrape pas un couteau qui tombe. Le vieil adage dans la bourse. Donc quand on a une crypto, un actif financier qui baisse très très fortement et très rapidement, on ne le rachète pas. On attend un petit peu. C'est ce que je vous disais samedi, il faut attendre que la poussière retombe. L'expérience vous dit ça. Évidemment, ceux qui ont acheté sur les points bas, ils ont fait beaucoup d'argent, mais ils prenaient un risque énorme. Au moment de la faillite de Terra Luna, on a des personnes qui ont racheté quand le coin avait fait moins 90%. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? De nouveau, moins 90%. Et les personnes qui ont racheté ont de nouveau fait moins 90%. On a fait, la crypto a fait moins 99,999% en l'espace d'une journée. Donc il faut être très prudent. Il ne faut pas racheter un couteau qui tombe. On attend que ça se stabilise, on regarde la situation, ce qui se passe, et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc on va continuer un petit peu l'analyse avec l'order flow. L'order flow, c'est la lecture du carnet d'ordre sur les marchés dérivés. Donc ici, ce qu'on regarde, c'est un petit peu plus dans le court terme. Le court terme, il nous dit quoi ? Il nous dit ici, donc on a le prix, les taux de financement, l'open interest et le ratio entre les longues et les shorts. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Ici, les funding rates, c'est tout simplement à quel point on est euphorique. C'est exactement la même courbe que vous avez ici, mais spécifique à celle du Bitcoin. Donc ici, on regarde que cette ligne-là. Si on regarde que cette ligne-là, dans les taux de financement, ça nous permet de voir à quel point nous sommes dans la peur ou pas. Ici, quand on arrive dans les phases où nous sommes négatifs, juste ici et juste ici, ça veut dire qu'on est dans la peur. Quand on est au-dessus de 0,01, ça veut dire qu'on est dans l'euphorie. Et ici, généralement, aux alentours des 0,005, c'est qu'on est relativement stable. D'accord ? Ça veut dire qu'il y a un équilibre entre acheteurs et vendeurs. Ici, on voit que sur les niveaux de prix, juste là, hop, vous voyez que nous étions dans la peur. Ici, on était dans la peur, hein, ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études longues pour s'en rendre compte. Hein. Ici, on avait une peur extrême, ici également. Vous voyez qu'au niveau de l'open interest, ça c'est la courbe du nombre de positions ouvertes sur les contrats dérivés. Donc vous voyez que le nombre de positions ouvertes, donc à chaque fois que je pense qu'on va avoir un pari je pose un pari et je pense qu'on va aller à la hausse, ça augmente cette courbe-là. Si je pense qu'on va aller à la baisse, ça augmente cette courbe-là. Et petit à petit, quand ici vous voyez des cascades de liquidation importantes,
donc le prix qui baisse très fortement, et ben ici vous voyez qu'on a liquidé l'open interest. Donc ça c'est ce que quand vous entendez, il y a eu 19 milliards de liquidations, etc. Ben là vous voyez que c'est exactement ça. C'est les positions se sont fermées. Moi j'avais par exemple un pari à l'achat, hop, donc je vous dis ça mais je ne suis pas sur les contrats dérivés, hein, spoiler. Donc ici, mettons que j'avais une position à l'achat, hop, je me fais liquider, l'open interest baisse d'un cran. Puis, mon voisin fait pareil, ça baisse d'un cran. Et petit à petit, ça vient baisser de beaucoup. Et vous voyez qu'ici, la chute a été vraiment très, très impressionnante. Si ici, on dézoome un petit peu pour regarder la courbe du Bitcoin sur un peu plus longtemps, vous voyez qu'on est venu atteindre ici des niveaux d'open interest qu'on n'avait pas atteints depuis la peur extrême qu'on avait à l'époque au moment des droits de douane de Donald Trump. Donc là, c'est très important et très intéressant parce qu'on se dit, là, ça y est, on a atteint potentiellement un point de liquidation tel qu'il n'y a plus personne à venir récupérer. Il y a tout simplement les personnes qui devaient acheter et qui voulaient acheter. Ici, elles ont pu acheter tellement de quantité de Bitcoin que elles ont acheté suffisamment et elles n'ont plus d'intérêt à faire baisser le marché. Et là, on le voit également sur le ratio long and short. Vous voyez que le ratio long and short a fortement augmenté sur les top traders. Donc ici, on regarde les traders qui ont la meilleure performance et on va regarder est-ce qu'ils sont plutôt acheteurs ou est-ce qu'ils sont plutôt vendeurs. Vous voyez que les bottoms se posent généralement ici quand nous sommes dans les phases où les top traders sont très acheteurs. Vous voyez que ça a été le cas juste là, hop, ça a été le cas juste ici, hop, pendant que nous étions juste là. Donc évidemment, il faut regarder les dynamiques. Donc ici, plus on voit la courbe monter, plus ça veut dire que les top traders estiment que nous sommes sur un bottom. Et là, c'est le cas. Les top traders commencent à se positionner fortement. Et donc évidemment, là, si on regarde en daily, vous voyez qu'on a une structure assez classique, c'est-à-dire hop et un rebond. Ça, on l'a tout le temps. C'est pour ça que les personnes, quand nous avons ici une forte chute, donc nous, on en parlait dans notre canal privé, dans notre cercle d'investisseurs. Si vous voulez le rejoindre, n'hésitez surtout pas, vous avez tous les liens en description, on en reparlera un petit peu en fin de vidéo. Mais vous voyez ici, sur cette forte baisse, c'est déconseillé de vendre. Parce que ici, quand vous prenez déjà une baisse de moins 80% ou moins 50% ou moins 60% sur vos altcoins, il faut attendre. Parce que c'est très souvent justement un point bas. Vous regardez ici, l'open interest a fortement baissé, les fundings sont très très négatifs. Donc il y a un moment, on va repartir à la hausse et on va faire un rebond. Alors, est-ce qu'on va faire ça ou est-ce qu'on va faire ça ? Et bien ça, il faut le déterminer, et c'est justement le travail qu'on fait exactement aujourd'hui et qu'on va continuer de faire sur les prochains jours. Ça, c'est important, mais vendre ici, pour ceux qui ne sont pas à l'aise, ça reste une idée qui se vaut, qui se défend. Personne ne pourra vous reprocher, ici, sur les niveaux actuels, au niveau des 115 000 $, de prendre un peu de profit si vous ne vous sentez pas à l'aise avec votre prise de position. Donc, nous, évidemment, pour beaucoup, vous êtes nombreux à avoir des altcoins. Le portefeuille actuellement, suite au rebond, si vous n'avez pas vendu, votre portefeuille doit se trouver entre moins 10 et moins 20% de la valeur qu'il avait vendredi soir. Donc c'est déjà plutôt acceptable, parce que vous imaginez les personnes sur les contrats dérivés, eux, ont perdu beaucoup d'argent. Vous, sur le spot, vous êtes à moins 10, moins 15 sur les altcoins, c'est pas énorme. Donc ça, c'est plutôt très sain, et ça veut dire que justement, on a une forte résilience sur les marchés crypto. Donc on va regarder un petit peu maintenant dans le détail sur l'analyse on-chain, et voir un petit peu ce qu'on a, et notamment la position des baleines. Vous voyez qu'ici, les baleines avaient très fortement acheté. Alors pourquoi je dis les baleines et comment je sais que c'est des gros portefeuilles ? Tout simplement parce qu'ici, vous voyez la supply, quand vous voyez l'encadré ici, vous voyez supply 113 693, ça veut dire que ici j'ai 113 693 bitcoins qui ont été achetés au niveau de prix des 109 987 à 110 200 $. Donc cet indicateur-là me dit que ici j'ai quand même quasiment 110 000 bitcoins qui ont été achetés sur ces niveaux de prix-là. Et ici, vous voyez que la ligne reste rouge. Donc ici, on était à 113 000. Ici, je suis à 96 000. Ça veut dire que sur les niveaux de prix actuels, malgré la chute du Bitcoin, les personnes ici qui avaient acheté ici pour 113 000 bitcoins en ont toujours quasiment 100 000. Donc ça veut dire qu'ici, elles n'ont pas profité des tops précédents pour vendre. D'accord ? Elles ont fait l'inverse, elles ont profité des mouvements précédents pour acheter. Vous voyez ici également, donc là, ça nous dit à quel point on a des bitcoins qui ont des moyennes d'achat au niveau des 117 500. Vous voyez que ça a augmenté. Ici, on était au niveau des 95 000 $. Ici, on est au niveau des 88 000. Mais vous voyez que la ligne qui était... Avant, on avait donc une grosse ligne orange. Maintenant, on en a 3.
on a une nouvelle ligne qui s'est créée ici, on a des grosses lignes qui se créent et qui continuent de se créer. Donc sachant que ça se densifie entre ces grosses lignes orange, donc ça veut dire qu'ici, on a beaucoup de gros achats qui se sont faits et des gros portefeuilles, donc là on a des milliardaires tout simplement, qui sont venus acheter lourdement sur la baisse du prix du Bitcoin. Et donc ça c'est très sain de se dire ça, ça veut dire que la baisse, ça a été l'occasion pour les gros portefeuilles de recharger leur position pour se dire le Bitcoin va continuer de monter et donc je veux être de la partie, je veux racheter sur ces niveaux de prix-là. Les niveaux de prix actuels sont des bons niveaux d'achat. Et de se dire que dans la mentalité des milliardaires, c'est ça, c'est un gros atout. Ça veut dire que finalement, la peur extrême qu'on est en train de voir mêlée au fondamental qui nous dit finalement on a plutôt des gros niveaux d'achat, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas quand on est justement dans un bear market. Je vous rappelle, en début de vidéo, on regardait ici le Fear and Greed Index. Alors, il est juste là, le Fear and Greed Index. On parlait du fait que, évidemment, on a du Fear and Greed Index très négatif dans une phase de bear market. Mais dans une phase de bear market, les personnes ont peur et la macroéconomie est généralement pas top. Et en plus de ça, on a des personnes qui vendent. Vous le voyez tout simplement ici, si on regarde un petit peu sur, sur l'année dernière, vous voyez juste là. Ici, on avait des gros niveaux de vente, parce qu'ici, on avait des grosses lignes rouges et oranges, alors que le prix était en dessous de ces lignes-là. Donc ça veut dire qu'ici, on avait des gros niveaux de distribution. Et ça, évidemment, on l'avait anticipé. Nous, à l'époque, on avait à 98 000, il me semble, voilà, on était au niveau de 97 000 dollars. À ce moment-là, nous, on avait envoyé des messages sur Telegram pour dire, attention, c'est le moment de sortir. Là, il faut prendre des profits, on s'attend à un mouvement baissier important. Ici, on a une grosse phase de distribution depuis longtemps. Il y a un moment, ça va baisser. Et effectivement, c'est ce qu'on a eu. Et ensuite, on est venu chercher les 80 000 dollars. Donc ça, c'est très différent comme situation. Est-ce que le prix bute sur un niveau de distribution ou est-ce que le prix rebondit sur un niveau de support et d'accumulation? Et bien là, c'est exactement ce qu'on a eu. Je ne sais pas si j'ai l'historique suffisant. Oui, je l'ai. Alors évidemment, maintenant, c'est un petit peu lissé, mais si ici, je regarde pendant la phase du bull run précédent, ici, sur les niveaux juste là, vous aviez des zones de distribution. Vous voyez ici, bon, alors c'est moins clair parce qu'évidemment, l'échelle de prix est un petit peu, l'échelle de supply est un petit peu biaisée parce qu'ici, on a eu des fortes zones d'accumulation, notamment ici, au moment du bear market, mais vous voyez qu'ici, on avait plutôt des zones de distribution. Ça se voit parce qu'on a des lignes ici qui s'éclaircissent. D'accord ? Donc ici, on avait des niveaux d'achat qui deviennent de plus en plus bleus. Et ça veut dire qu'on a des niveaux de vente. D'accord ? Donc ça, évidemment, c'est des choses qu'on regarde, nous, au quotidien, et on prévient, évidemment, les membres de notre cercle d'investissement dès qu'on voit ce genre de mouvement suspect pour les prévenir que, attention, c'est probablement le moment de prendre des profits parce qu'on s'apprête à avoir un mouvement baissier. Idem, si on regarde un petit peu l'analyse on-chain un peu plus avancée, donc là, on a parlé des ETF. Ici, on va regarder la Net Position Change des long-term holders, donc les personnes qui détiennent des bitcoins depuis longtemps, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Est-ce qu'ils sont en train d'acheter ou est-ce qu'ils sont en train de vendre ? Et actuellement, il y a une position qui est assez neutre. Donc ça veut dire que c'est ni une position pour acheter, ni une position pour vendre pour les holders de long terme. C'est un non-événement. Donc ici, ça nous rassure également sur le fait que ce n'est pas un moment où on a des personnes qui profitent lourdement pour quitter le marché. D'accord ? Comme ça a pu être ici. Vous voyez ici les grosses phases rouges très très fortes où on arrive sur des niveaux de top et on a des holders de long terme qui se disent bon, le marché a bien monté, je prends mes profits et je m'en vais. On a d'autres manières de regarder ça. C'est ici tout simplement les profits réalisés. Ici, Glassnode nous met à disposition les profits réalisés. Et vous voyez qu'ici, hop, on a eu quelques profits ici sur le top, mais vous voyez que ça a été très mesuré, comparé à ce qu'on avait pu avoir sur les précédents niveaux, et encore plus au moment des précédents bullruns. Ici, vous voyez qu'on était pendant très longtemps sur des niveaux qui étaient très hauts. Vous voyez que là, c'est des spikes qu'on a. Donc, évidemment, on a des petits spikes qui font que on a le prix qui rebondit. On n'a pas une ligne qui est parfaitement plate et une tendance qui est parfaitement linéaire. On a des creux et des sommets. C'est le principe d'une tendance haussière. Mais vous avez ici des prises de profit qui sont très, très mesurées. Ça, on le voit également en horaire. On a eu des spikes de prise de profit parce que ici, c'est pas que les baleines. Donc vous avez les baleines, mais vous avez aussi les petits portefeuilles. Vous avez ici, quand vous avez des spikes très importants, vous le voyez ici sur les phases de top, là, c'est quand même des choses qu'on n'a pas vraiment eu. Vous avez eu ici un spike
à ce moment-là, mais vous voyez que comparé déjà à ce qu'il était sur celui-ci, mais également celui-ci, 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 vous voyez que c'est pas comparable. Donc évidemment, c'est des choses qu'on regarde, ça aussi pour déterminer si on est plutôt dans une phase de distribution ou d'accumulation. Donc ici, on a parlé un petit peu des zones d'euphorie. On continue notre analyse sur l'accumulation du Bitcoin, et vous voyez ici, l'accumulation, hop, on est sur des niveaux très importants. Donc si vous regardez un petit peu, on a des tendances qui sont assez claires. C'est-à-dire ici, le Bitcoin passe jaune, orange, puis rouge, rouge foncé, violet, etc. Et puis on continue cette tendance haussière. Et à chaque fois, on arrive à des moments de top où on a une forte zone d'accumulation, puis ça s'éclaircit. En fait, c'est tout simplement une distribution, une accumulation inverse, donc une distribution, c'est-à-dire des personnes qui vendent, notamment des gros portefeuilles qui vendent. Petit à petit, on arrive sur des zones un petit peu jaunes, etc. Donc il n'y a plus d'achat, et il y a de la vente. Donc on retrouve un équilibre entre acheteurs et vendeurs, ce qui fait que le prix stabilise jusqu'à se retourner. Et petit à petit, on a à l'inverse, on repasse du jaune à l'orange, de l'orange au rouge, c'est-à-dire qu'en fait on vient avoir une tendance plus claire dans l'accumulation, on a de plus en plus d'accumulation, etc., de plus en plus d'achats, jusqu'à atteindre cette phase où on a une très forte accumulation, beaucoup d'achats, beaucoup d'achats, et donc un déséquilibre entre acheteurs et vendeurs. Évidemment, quand vous avez plus d'acheteurs que de vendeurs, le prix monte. Ça, c'est les théories économiques de base. Et donc, ici, vous voyez que sur les niveaux de prix actuels, on continue cette fameuse tendance. On était passé du jaune à l'orange, de l'orange au rouge, du rouge au violet, et actuellement, on est dans le violet. Donc, on est très certainement dans des phases qui sont similaires à ce qu'on avait pu avoir ici pendant la période octobre 2024, à l'époque, donc quasiment un an jour pour jour avec la tendance actuelle. On est également sur une tendance qui est similaire à ce qu'on avait ici en avril 2025, juste avant la folle remontée de 93 000 à 110 000 $. Ici, c'est ce qu'on avait pu avoir également ici pendant la période octobre 2023 sur les rumeurs d'approbation d'ETF. Ici, également sur l'approbation des ETF, la validation de l'approbation des ETF. Enfin bref, ici, on est sur des zones d'accumulation qui sont très intéressantes. Et donc évidemment, ces graphiques-là, vous ne pouvez pas les avoir. C'est des graphiques qui sont payants, qui coûtent plusieurs centaines d'euros par mois, ceux que je vous ai montrés ici sur Glassnode. Mais c'est vraiment notre plus-value ici, nous, chez Medusa. Donc de vous proposer ce genre de graphique-là gratuitement sur YouTube et de manière en temps réel. Donc évidemment, si vous nous suivez gratuitement sur YouTube, c'est déjà un moyen d'apprendre et de vous former, et puis également d'être au courant de ce qui se passe. Mais voilà, les alertes en temps réel, ça se passe sur notre cercle d'investissement. Donc on le regarde ici également sur la position des long term versus short term holders. Vous voyez ici, on continue d'avoir des holders de court terme qui continuent d'accumuler. Et donc ça, c'est exactement ce qu'on veut voir dans les phases d'expansion haussière. Donc on est toujours très bien dirigé. Ce qui nous avait propulsé sur cette phase haussière, etc., cette phase haussière, elle était générée justement par cette tendance-là. Et donc de voir que ce mouvement de forte volatilité implique qu'on a quand même une continuation des indicateurs sur la position des long-term holders, la position des gros portefeuilles, les phases d'accumulation, la prise de profit, etc. Vous voyez que si on regarde également, hop, je l'ai sûrement ici, ici les mineurs continuent d'être dans une phase où il n'y a pas des profits excessifs de la part des mineurs. Ici, en termes de saisonnalité, on est très bien par rapport à l'ATH. Alors, qu'est-ce que j'ai également ici au niveau des pertes réalisées, on n'est pas dans une phase de capitulation énorme sur le spot, ça c'est clair. Mais vous voyez ici, on est plutôt très bien orienté au niveau du cost basis distribution. On a vu qu'on était dans une forte zone d'accumulation. Voilà, c'est très sain. Ce genre de comportement, je veux vous dire qu'il est très sain. Parce que le fondamental nous dit qu'on va aller à la hausse. La technique nous dit on est venu chercher des niveaux d'excès à la baisse, mais si on regarde ici d'un point de vue weekly, vous voyez que ça a été complètement ravalé. On en parlait. On a ici une courbe qui est plutôt très intéressante, très belle. Vous voyez qu'on est venu faire une déviation comme on avait fait une déviation ici. Le Bitcoin est spécialiste de ça. Vous avez ici un triangle de compression, une déviation ici, vous avez ici deux petits rebonds et hop, une déviation baissière, une déviation haussière. Donc ça, c'est évidemment pour fatiguer un maximum de monde. C'est pour ça que plus ça va, plus c'est compliqué d'être trader sur le Bitcoin. Il y a beaucoup de pièges et du fait que c'est un marché qui est non régulé et très volatile, c'est très compliqué de faire des profits sur le Bitcoin.
Vous avez des profits qui sont très forts, mais vous avez des taux de réussite qui sont très faibles parce que les signaux sont très difficiles à lire. Et l'avantage justement de l'investissement moyen-long terme, hein, ce qui est notre spécialité nous chez Medusa, bah, c'est justement de pouvoir comprendre le marché dans son fondamental, d'y associer à ça la lecture de la technique pour prendre des décisions précises sur les niveaux d'achat. Et donc je vous avais promis mes prises de position et qu'est-ce que je fais actuellement sur le marché. Actuellement, je pense que nous sommes sur des niveaux de bottom, d'accord ? Alors ici, je pense que nous allons venir récupérer la zone de liquidité qui se trouve au-dessus du prix. Ça, c'est le scénario que je privilégie. Hop, je pense qu'on va aller le récupérer sur la journée d'aujourd'hui, probablement, voire de demain, mais probablement sur la journée d'aujourd'hui. Je pense que nous aurons tout de même un pullback, une reprise ici sur des niveaux de support qui sont par exemple ceci, hop, vous voyez juste ici au niveau des 112 000 $. Je pense toujours que c'est possible de les atteindre, hop, ici, avant de se réappuyer juste là. Évidemment, ici, quand on sera à ce moment-là, je verrai les indicateurs que je vous ai partagés juste là. Je les regarderai à ce moment-là. C'est le principe de notre analyse, c'est de regarder ici. Donc, ça peut arriver cet après-midi, ça peut arriver demain, ça peut arriver dans la nuit. Peu importe. Ici, il faudra regarder ce qui se passe. Est-ce que l'order flow est négatif ? Est-ce que les taux de financement ici redeviennent négatifs ? Est-ce que la peur s'installe petit à petit ? Est-ce que les personnes se disent ici, je vais shorter parce que je pense qu'on va aller à la baisse, ou est-ce que ici, les personnes sont très euphoriques et se disent on va aller à la hausse. Et ça, c'est très très important parce que, comme vous le savez, la foule se trompe toujours. Donc si ici, j'ai des personnes qui pensent qu'on va aller en bas, je me positionnerai à la hausse et je rachèterai des altcoins à bon prix. Et à l'inverse, si ici je vois qu'il y a trop d'euphorie, ça y est, c'est le bottom, c'est sûr, c'est le bottom, bon, et ben j'allégerai mes positions et je prendrai peut-être un peu de profit pour pouvoir racheter un peu plus bas. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir, hein, je vous ai dit dans les commentaires, dans les abonnements, etc. J'ai vu qu'il y avait encore des personnes qui étaient non abonnées, qui nous regardaient, qui étaient fidèles à nous. Donc vous savez que ça valorise le travail de la chaîne YouTube. Pour ceux qui le souhaitent et souhaitent aller plus loin, je vous fais un petit laïus sur le cercle d'investissement. Ça va durer une petite minute pour ceux qui le souhaitent. Voilà, c'est notre cercle d'investissement, notre plus-value, c'est de vous faire ce genre d'analyse en temps réel. J'ai prévenu les personnes, à l'époque il était vendredi soir, minuit, on était quasiment sur les niveaux de bottom. À ce moment-là, j'envoyais un message précis sur quoi faire. Quoi racheter, quoi vendre, est-ce qu'il faut se positionner, toutes ces analyses-là, elles vous font prendre les bonnes décisions. Évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement dans le sens où je ne connais pas votre profil de risque, donc je ne peux pas prendre la décision à votre place d'acheter ou de vendre. Ce que je vous donne, c'est des analyses. Et ce que je vous donne, c'est l'expérience de quelqu'un qui a déjà vécu 3 bull runs, qui a déjà vécu une dizaine de mouvements volatiles comme celui-ci, et qui du coup a déjà expérimenté les erreurs que vous auriez pu faire sur cette période-là. Certains, j'imagine, voyant le prix baisser, se sont dit « ici ça a beaucoup baissé, je vends et je rachèterai plus bas ». Et puis, ils n'ont pas racheté plus bas parce qu'ils se disaient « ça va encore baisser ». Finalement, ils n'ont pas vendu. Enfin, voilà, vous savez, ce genre de comportement-là, je l'ai déjà vécu, j'ai déjà expérimenté plus d'une fois, j'ai déjà appris de mes erreurs. Et maintenant, j'arrive sur un marché où je suis froid. J'essaye en tout cas de l'être, autant que faire se peut. Et j'essaye d'être le plus rationnel possible pour agir de manière le plus chirurgical possible. Je vous explique ma démarche ici sur YouTube. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous contacter par Telegram si vous avez même des questions sur le fonctionnement de ce cercle d'investissement, etc. Je vous rappelle que c'est une entreprise française, Medusa, hein, donc nous dépendons ici de la juridiction française, donc je ne peux pas vous faire des conseils en investissement personnalisés dans la mesure où je ne suis pas conseiller en investissement financier, mais ici, ce que je peux vous proposer, c'est une méthode, une pédagogie, une analyse pour que vous puissiez vous former petit à petit. Donc n'hésitez pas, notre plateforme de paiement est certifiée par Stripe, hein, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On a des témoignages sur notre site hein, de membres qui nous ont rejoints et qui sont satisfaits du service proposé. Donc n'hésitez surtout pas si vous souhaitez nous rejoindre, on se retrouve de l'autre côté. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite de passer une bonne semaine.